Il existe un mécanisme invisible, une force de gravitation économique si puissante qu'elle a renversé plus de empires que toutes les armées de l'Hamster Histoire réunies. Imaginez un monde où, en l'espace de quelques mois, les économies de toute une vie ne permettent plus d'acheter qu'un morceau de pain, où le papier-monnaie perd sa fonction d'échange pour devenir un simple combustible de chauffage. Ce n'est pas le scénario d'une fiction post-apocalyptique, mais une réalité mathématique qui s'est répétée avec une régularité glaçante à travers les siècles. De la Rome antique de Dioclétien à l'Allemagne de Weimar, jusqu'aux crises contemporaines les plus brutales, l'hyperinflation n'est jamais un accident isolé, mais l'aboutissement final d'un cycle de dépréciation monétaire entamé bien des décennies auparavant par ceux-là même qui étaient censés protéger la valeur de la monnaie. Aujourd'hui, alors que les dettes mondiales atteignent des sommets vertigineux et que les planches habillées des banques centrales ont tourné à plein régime pour colmater les brèches d'un système financier fracturé, un sentiment d'inéluctabilité s'installe. Le silence des institutions cache une vérité que les historiens de l'économie connaissent par cœur. Lorsqu'un État ne peut plus rembourser ses dettes par la croissance ou l'impôt, il choisit systématiquement la voie de la création monétaire effrénée. Ce processus, d'abord imperceptible, finit toujours par franchir un seuil critique où la confiance du public s'évapore. C'est à cet instant précis que le cycle bascule, transformant une inflation maîtrisée en un incendie dévastateur que personne ne sait éteindre. Nous ne sommes pas face à une simple hausse des prix, mais face au retour d'un spectre historique que l'on croyait enfermé à jamais dans les manuels d'histoire. 2. Contexte et enjeu. Le monde moderne repose sur une illusion de stabilité monétaire qui n'a pourtant que quelques décennies d'existence. Depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, nous vivons dans l'ère de la monnaie fiduciaire pure, un système où la valeur de chaque dollar, euro ou yen, ne repose sur aucune contrepartie physique comme l'or, mais uniquement sur la promesse de l'État et la confiance des acteurs économiques. Cette déconnexion totale a permis une expansion du crédit sans précédent dans l'histoire de l'humanité, finançant des décennies de consommation et d'infrastructures. Cependant, ce modèle repose sur un équilibre extrêmement précaire. La capacité des banques centrales à maintenir un niveau d'inflation bas tout en gérant une montagne de dettes qui ne cesse de croître. Si cet équilibre rompt, c'est tout le contrat social qui s'effondre avec la monnaie. L'enjeu actuel dépasse largement le cadre des marchés boursiers ou de l'épargne individuelle. L'hyperinflation est un phénomène qui redessine la structure même d'une société. Elle détruit la classe moyenne, transfère massivement la richesse des épargnants vers les débiteurs, souvent l'État et les grandes corporations, et crée un terreau fertile pour l'instabilité politique majeure. Comprendre le cycle de l'hyperinflation, c'est comprendre pourquoi les décisions prises dans les bureaux feutrés de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne aujourd'hui font écho aux erreurs fatidiques commises par les ministres des Finances de l'entre-deux-guerres. La question n'est plus de savoir si le système peut supporter davantage de dettes, mais de savoir combien de temps encore la perception de la valeur peut survivre à la réalité de la dilution monétaire. 3. Séquence de retour historique. Pour comprendre la mécanique de la chute, il faut remonter à l'un des exemples les plus documentés et les plus traumatisants de l'histoire moderne, la République de Weimar en 1923. Avant d'être le symbole du chaos monétaire, l'Allemagne était l'une des nations les plus industrialisées et éduquées au monde. Tout commence par une décision politique. Le financement de la Première Guerre mondiale non pas par l'impôt, mais par l'emprunt et la planche à billets, dans l'espoir que la victoire permettrait de faire payer les vaincus. Mais la défaite arrive, accompagnée des réparations colossales imposées par le traité de Versailles. L'État allemand se retrouve face à une impasse mathématique. Pour payer ses fonctionnaires et ses dettes, il accélère la création de marques, déclenchant une spirale où chaque nouvelle émission de monnaie dévalue les précédentes, obligeant l'État à en imprimer toujours plus. En quelques mois, le taux de change s'effondre de manière exponentielle. En janvier 1923, un dollar valait environ 17 000 marks. En novembre de la même année, il en valait 4 200 milliards. Les archives de la Reichsbank décrivent des scènes surréalistes. Des usines payant leurs ouvriers 2 fois par jour pour qu'ils puissent dépenser leur salaire avant que les prix ne doublent à nouveau durant la pause déjeuner. Ce n'était pas seulement une crise économique, c'était l'effacement total de la notion de valeur. Les historiens comme Gerald Feldman ont démontré que cette érosion n'était pas un accident technique, mais une stratégie délibérée, bien que désespérée, pour liquider la dette intérieure de l'État au détriment de sa population. Ce précédent historique nous enseigne une leçon fondamentale. L'hyperinflation est toujours le choix politique final d'un régime aux abois. Le cycle ne se limite pas à l'ère industrielle. Si nous plongeons plus loin dans les archives, vers le IIIe siècle de notre ère, nous retrouvons exactement les mêmes patterns au sein de l'Empire romain. Sous le règne de Dioclétien, Rome fait face à des coûts militaires exorbitants pour protéger ses frontières et maintenir une bureaucratie gigantesque. Ne pouvant plus extraire assez d'argent des mines ou des taxes,
Les empereurs successifs pratiquent ce que les historiens appellent le debasement ou l'avilissement de la monnaie. Ils réduisent progressivement la teneur en argent pur du denier, la monnaie de référence. Ce qui était autrefois une pièce d'argent pur devient, au fil des décennies, un simple morceau de cuivre recouvert d'une fine pellicule argentée. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Les marchands, ne dupes de la supercherie, augmentèrent leur prix pour compenser la perte de valeur réelle de la pièce. L'inflation s'installa, et avec elle, la fin de la spécialisation économique qui faisait la force de l'Empire. Les citoyens commencèrent à thésauriser les anciennes pièces de valeur et à se débarrasser des nouvelles, illustrant la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. L'édit sur les prix maximum de Dioclétien, une tentative désespérée de contrôle étatique sur l'économie, ne fit qu'aggraver la situation en créant des pénuries massives et un marché noir généralisé. Ce récit montre que peu importe la technologie, qu'il s'agisse de frapper du cuivre ou d'ajouter des zéros sur un écran d'ordinateur, la tentation du pouvoir de créer de la richesse à partir de rien reste la constante universelle qui précède la chute des grandes puissances. Au cœur de l'hyperinflation se trouve un concept souvent mal compris, la vélocité de la monnaie. L'inflation n'est pas seulement le résultat de la quantité d'argent en circulation, mais de la vitesse à laquelle cet argent change de main. Dans un système sain, les agents économiques conservent leur monnaie, car ils ont confiance en sa valeur future. Mais lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la production de biens et services, un phénomène que nous observons aujourd'hui avec l'expansion des bilans des banques centrales, une pression inflationniste latente s'accumule. Le système peut sembler stable tant que cet argent reste bloqué dans les marchés financiers ou les réserves bancaires. C'est ce qu'on appelle l'inflation des actifs. Le basculement vers l'hyperinflation se produit lorsque cette masse monétaire dormante se déverse dans l'économie réelle et que la psychologie collective change. Dès que le public perçoit que la monnaie perd son pouvoir d'achat de manière permanente, la vélocité explose. Les gens cherchent à transformer leur argent en n'importe quel bien tangible, or, nourriture, immobilier, matières premières, le plus vite possible. Cette accélération de la circulation monétaire crée une demande artificielle qui fait grimper les prix encore plus vite, ce qui confirme les craintes de la population et auto-alimente la spirale. À ce stade, même si la banque centrale cessait d'imprimer, l'élan de la perte de confiance est tel que le système continue de s'effondrer par sa propre force cinétique. La monnaie ne meurt pas d'une cause technique, elle meurt d'une rupture du lien de confiance entre l'émetteur et l'utilisateur. Si on superpose les graphiques de l'expansion monétaire des 5 dernières années aux cycles historiques de pré-effondrement, les similitudes sont frappantes. Depuis la crise de 2008, et de manière exponentielle depuis 2020, les banques centrales du G7 ont adopté une politique de l'argent facile pour éviter une défaillance systémique, ce que les économistes appellent pudiquement l'assouplissement quantitatif, quantitative easing, n'est en réalité qu'une version sophistiquée et numérique de la planche à billets de Weimar. En injectant des milliers de milliards de dollars dans les circuits financiers pour racheter des dettes d'État, les institutions ont créé une situation où la masse monétaire ne correspond plus à aucune réalité productive. Nous avons masqué l'insolvabilité par la liquidité, déplaçant le risque des banques privées vers le bilan des nations elles-mêmes. Le signal d'alarme le plus critique réside dans la déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle. Tandis que la production mondiale subissait des chocs sans précédent, les indices financiers atteignaient des sommets historiques, portés par une marée de monnaies fraîchement créées qui cherchent désespérément un rendement. Comme dans la Rome du IIIe siècle, nous assistons à une forme moderne d'avilissement. La valeur intrinsèque de la monnaie s'érode, alors que les prix des actifs, immobilier, actions, s'envolent, rendant la propriété inaccessible pour la classe travailleuse. Ce n'est pas que l'immobilier devient plus précieux, c'est que la monnaie avec laquelle on l'achète devient chaque jour plus insignifiante. Le cycle est enclenché, et les mécanismes de défense traditionnels semblent déjà épuisés. Derrière cette dynamique se cache une réalité structurelle souvent occultée. L'incitation perverse des élites financières et des gouvernements à laisser l'inflation courir. Pour un État lourdement endetté, l'inflation est une forme de taxation silencieuse. Elle permet de rembourser des dettes contractées hier avec une monnaie qui ne vaut plus rien aujourd'hui. C'est ce que les analystes de la Banque des règlements internationaux, PRI, et du FMI appellent la répression financière. En maintenant les taux d'intérêt artificiellement bas, en dessous du niveau réel de l'inflation, les gouvernements transfèrent de manière invisible la richesse des épargnants vers les débiteurs publics. C'est un jeu à somme nulle, où le citoyen lambda, dont le salaire ne suit pas la courbe des prix, est le principal financeur du sauvetage des institutions. Les grandes banques commerciales jouent également un rôle pivot dans cette architecture. Par le système des réserves fractionnaires, elles créent la vaste majorité de la monnaie scripturale sous forme de crédit. Lorsque les taux d'intérêt sont proches de zéro,
L'incitation à l'endettement devient irrésistible, gonflant des bulles spéculatives qui, une fois éclatées, forcent les banques centrales à intervenir de nouveau en imprimant davantage pour éviter une déflation brutale. Ce cercle vicieux crée une dépendance pathologique à l'inflation. Les structures de pouvoir actuelles ne craignent pas l'inflation autant qu'elles craignent le défaut de paiement. Elles choisissent donc de sacrifier le pouvoir d'achat à long terme de la population pour maintenir à flot un système financier devenu trop complexe pour être réformé sans douleur. L'histoire nous montre que la transition de l'inflation modérée à l'hyperinflation n'est pas linéaire, mais parabolique. Cette accélération est souvent déclenchée par un choc externe qui brise la confiance résiduelle dans la monnaie de réserve. Aujourd'hui, ce choc pourrait prendre la forme de la dédollarisation globale ou de la fin du système des pétrodollars. Lorsque les nations étrangères cessent d'accepter une monnaie comme réserve de valeur, ces fonds reviennent massivement vers leur pays d'origine, inondant le marché intérieur et provoquant une explosion soudaine des prix. Ce phénomène d'importation de l'inflation est le stade ultime avant la perte de contrôle total. Les données récentes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et la raréfaction des ressources énergétiques agissent comme des catalyseurs. Dans la phase d'accélération, l'État tente généralement de répondre par des contrôles de prix ou des restrictions sur les mouvements de capitaux, reproduisant les erreurs de l'édit de Dioclétien. Mais ces mesures ne font que paralyser l'économie réelle, transformant l'inflation monétaire en une crise de subsistance. Les archives de la Fed montrent une augmentation sans précédent de la vitesse de circulation monétaire durant les phases de doute, signalant que le marché commence à anticiper la chute. Nous ne sommes plus dans une phase de gestion de crise, mais dans une phase de survie systémique, où chaque nouvelle injection de capital ne fait qu'alimenter le brasier qu'elle est censée éteindre. Le point de rupture final n'est pas une question de chiffres sur un écran, mais une mutation profonde de la conscience sociale. La grande vérité que les manuels d'économie standard omettent souvent est que l'hyperinflation est, par essence, un phénomène de transfert de pouvoir. Ce n'est pas la disparition de la richesse, mais sa redistribution brutale et chaotique. Dans les derniers instants du cycle, la monnaie cesse d'être un outil de coopération pour devenir une arme de spoliation. La révélation la plus brutale pour le citoyen est de réaliser que le contrat social a été rompu unilatéralement. L'institution qui garantissait la stabilité est celle-là même qui a organisé la dilution. À ce stade, le système financier ne cherche plus à servir l'économie. Il cherche à se cannibaliser pour survivre un jour de plus. C'est le moment où les actifs tangibles, les terres, les machines, les métaux précieux et l'énergie, deviennent les seules réalités. Le reste n'est qu'une illusion comptable en train de s'évaporer. Le véritable climax se produit lorsque l'État, incapable de restaurer la confiance par la raison, tente de l'imposer par la force, marquant souvent la fin d'un modèle démocratique et l'émergence d'une gouvernance autoritaire centralisée. L'histoire nous crie que l'effondrement de la monnaie est presque toujours le prélude à l'effondrement de l'ordre politique qui l'a émise. Le retour de l'hyperinflation n'est pas une fatalité divine, mais la conséquence logique et documentée de choix humains répétés. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins où la mémoire historique se heurte à l'arrogance technocratique. Les banques centrales parient qu'elles peuvent, cette fois-ci, défier les lois de la physique économique grâce à la numérisation et au contrôle algorithmique. Pourtant, les patterns de 1923, de la Rome de Dioclétien et de tant d'autres empires déchus suggèrent que la psychologie humaine et la confiance ne se laissent pas facilement domestiquer par des lignes de code. Regarder l'hyperinflation en face, ce n'est pas céder au pessimisme, mais embrasser une lucidité historique nécessaire. Le cycle est inévitable pour ceux qui refusent d'en tirer les leçons, mais il est aussi un puissant rappel de la valeur de la résilience et de la réalité tangible. Alors que les zéros s'accumulent et que les promesses se multiplient, la seule question qui subsiste est de savoir quel nouveau système émergera des cendres de l'ancien. Car si la monnaie peut mourir, l'ingéniosité humaine et le besoin d'échanges véritables, eux, survivent toujours aux ruines des empires financiers. Nous ne vivons pas seulement une crise de prix, nous vivons la fin d'un chapitre monétaire et le début d'une redistribution mondiale dont les contours commencent à peine à se dessiner dans l'ombre du cycle qui revient.